Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Nous sommes en guerre. What you're doing is very disrespectful to the country, this country. Donald Trump, il ne réagit que par rapport au portefeuille. Don't tell us what we're going to feel. Par rapport à l'argent. C'est sa seule conduite. You're in no position to dictate what we're going to feel. Nous avons besoin de nous préparer au pire. La guerre, c'est l'enfer, petit. Faut dire ce qui est. You don't have the cards right now. Les Français doivent être en première ligne. Nous devons lui faire mal. Très mal. You're gambling with World War III. Pour moi, il y a une déclaration de guerre. Nous sommes en guerre. We are at war. Non, c'est plutôt Emmanuel Macron, vous savez, il y a 4 ans. Alors la guerre, est-ce que c'est la guerre ? En Europe, on l'entend de plus en plus. Attention, il faut se préparer. Ça y est, nous devons absolument augmenter les budgets militaires. D'ailleurs, le front se rapproche de nous de plus en plus, dit notre ministère des Affaires étrangères. Et puis, avant ça, ce n'était pas une guerre, mais c'était une guérilla, mais au sommet, entre Donald Trump, le président des États-Unis, Jill Evans, le vice-président, et Volodymyr Zelensky, le président de l'Ukraine. Alors, qu'est-ce qui se passe vraiment au-delà, effectivement, je dirais, du spectacle? Il y a quelque chose, quand même, qui est en train de se nouer. Et ce qui est en train de se nouer, c'est un bouleversement qu'on n'en a pas connu depuis 50 ans. On va en parler avec Nicolas Conquer, qui est le porte-parole de Republican Overseas. Et ensuite, on en parlera avec Vincenzo Sofo, qui est ancien député européen de Fratelli d'Italia, sur ce qui se passe en Europe. Vous voyez, le front est en train effectivement d'augmenter et de s'espacer de manière assez forte. Et puis on parlera effectivement des réactions que ça donne un peu partout aujourd'hui, dans nos perles, dans nos huées, dans nos bravos. Et en seconde partie, on va reparler de la liberté d'expression, parce que nous allons recevoir Ksenia Fedorova. Alors, Ksenia Fedorova, ça ne vous dit peut-être pas grand-chose, mais Ksenia Fedorova a été, pendant 5 ans, la présidente, la fondatrice de RT France, qui a été fermée, comme on le sait, il y a déjà 3 ans. Alors, on va en parler, effectivement, de cette liberté d'expression, à l'heure où C8 et Énergie viennent d'être closes définitivement de la TNT. Qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, écoutez, d'abord, heureux de vous revoir après cette semaine où je suis allé un peu changer d'air, d'âme et de regard. À tout de suite. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Écoutez les débats télévisés, vous connaissez, bonjour, auditeurs résistants de Sud Radio. Les débats télévisés ou radiophoniques, vous les connaissez, on en fait partout, tout le temps. Mais un débat comme celui qu'il y a eu à Washington il y a 2 jours, c'est pas fréquent, c'est même très rare. Et d'ailleurs, le président des États-Unis a dit que c'était un grand moment de télévision. Et pas seulement un grand moment de télévision, c'était fréquent. D'ailleurs, le grand moment de télévision. Écoutez, seconde, Donald Trump, J.D. Vance, le vice-président, et Volodymyr Zelensky. Écoutez. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Le fait du jour. Et je lui ai dit, toi tu me fous les glandes, puis t'as rien à foutre dans mon monde. Arrache-toi de là, t'es pas de ma bande, casse-toi tu pues. Et marche à l'ombre. Alors vous imaginez, tous les journalistes sont là, les télévisions, les radios, conférences de presse, et puis échanges entre le président de l'Ukraine, le président des États-Unis, le vice-président des États-Unis, et puis Marco Rubio aussi, le secrétaire d'État aux Affaires étrangères. Et voici un petit extrait de ce qu'on entend. Écoutez. God bless. You don't know that. God bless. God bless. You will not have a war. Don't tell us what we're going to feel. We're trying to solve a problem. Don't tell us what we're going to feel. I'm not telling you. Because you're in no position to dictate that. Remember this. I'm not You're in no position to dictate
what we're going to feel. You're gambling with World War III. You're gambling with World War III. Alors voilà, c'est Trump qui s'adresse à Zelensky, qui dit c'est pas à vous de dire ce que les Américains vont ressentir, parce que Zelensky venait de dire oui, mais vous savez, vous croyez que vous avez un océan qui vous protège, mais la guerre, elle vous protège pas. La guerre un jour arrivera chez vous. Et là, Trump réagit en disant c'est pas vous qui avez les cartes, c'est vous êtes en train de jouer avec la Troisième Guerre mondiale. Vous êtes en train de jouer, dit-il à Zelensky, avec la Troisième Guerre mondiale. Nicolas Conquer, vous êtes porte-parole de Republican Overseas. Bonjour. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour vous? Alors, évidemment, vous êtes Republicans Overseas, vous n'êtes pas un anti-Trump primaire. Mais qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Parce que, au-delà de la théâtralité, au-delà du spectacle, quelque chose s'est passé. À votre avis, quoi? Alors, en soi, on n'est pas dans un débat, ni dans un clash. On est dans des rencontres et des relations bilatérales qui sont censées se dérouler avec une certaine forme de protocole. Effectivement, vous l'avez dit, c'est inédit, on n'a jamais vu ça, parce que Volodymyr Zelensky a perdu complètement les pédales. Il n'a pas su se tenir dans le bureau ovale, à la Maison-Blanche, tant sur la forme que sur le fond. C'est-à-dire qu'il vient dans une optique de pouvoir sceller un contrat sur des terres rares avec Donald Trump. Le contrat est prêt. C'était ça qui était prévu. Absolument. Absolument. Et c'était le prémisse en ce qu'elle est à pouvoir aboutir à un processus de négociation vers la paix. Et il a cherché à faire capoter entièrement ce processus qui était initié plusieurs semaines au préalable. Et donc, on le voit tant dans la manière dont son dédain, dans la tenue d'une paire, mais on va pas se limiter juste au décor, l'habit ne fait pas le moine. Mais derrière, c'est la manière dont il a eu à tenser J.D. Vance et Donald Trump, à parler au-dessus d'eux, à leur couper la parole et à justement brandir des menaces sur un conflit qui pourrait se délocaliser sur les États-Unis. C'est vraiment une atteinte forte. Et de vouloir donner des leçons de géopolitique à Donald Trump à la Maison-Blanche, c'est nul et non avenu. C'est pas des choses à faire lorsqu'on est en train de venir attendre un soutien de la première puissance militaire, économique et ceux qui ont soutenu l'effort de défense des Ukrainiens dès la première heure. Donc en soi, il a vraiment fait, il a cherché à s'aborder son propre processus de paix. Oui, mais alors, on comprend pas. Alors, Nicolas Conquer, effectivement, on sait, il s'était rencontré avec Lavrov et Rubio, enfin, les Américains, les Russes s'étaient rencontrés déjà en Arabie Saoudite. En Arabie Saoudite, bien sûr. Et est-ce que, franchement, parce que c'est ça qu'on comprend pas, en fait, tout le monde disait d'ailleurs que Zelensky venait vendredi aux États-Unis pour rencontrer Trump et signer, enfin, en principe, un accord sur les terres rares qu'on disait. Alors, juste quand même, en quoi consistait cet accord exactement? Alors, l'accord consiste à avoir une espèce de dédommagement, une indemnisation pour toute l'aide militaire apportée à l'Ukraine. On a donné 200 milliards et on veut un dédommagement. Et donc, on va venir exploiter et partager les revenus de ces terres avec les minéraux qu'il y a en Ukraine. Sachant qu'une partie de ces terres sont en territoire conquis par les Russes. Mais ça, c'est Donbass, notamment. Donc, ce que ça suppose, c'est que désormais, les Américains vont installer des entreprises en Ukraine, vont exploiter et vont partager le fruit de ces terres. Et donc, d'une certaine manière, c'est un engagement sur la sécurité, sur la durée pour l'Ukraine. Donc, c'est une garantie. Et donc, il y avait déjà cet accord, on l'avait annoncé en amont de la visite de Zelensky, était prêt et il y avait déjà eu l'accord de Zelensky. Moi-même, et comme tous les républicains et Donald Trump, s'attendaient à ce que ça puisse être signé. À l'issue de ces discussions dans le bureau ovale, se tenait le livre d'or, si vous voulez, ou le contrat prêt et quelque chose de festif pour sceller cet accord. Et d'autant plus, pardon, je vous interromps, Nicolas Conquer, d'autant plus que c'était quand même une protection quelque part pour l'Ukraine, parce qu'à partir du moment où si les Américains sont installés dans une entreprise américaine exploitant le terrain en Ukraine, les Russes vont pas attaquer de la même façon, effectivement, s'il y a des entreprises américaines en Ukraine. Mais de facto, c'est un gage de sécurité sur la durée, parce qu'il y a des intérêts, il y a une capacité de dissuasion forte des Américains qui ont leur intérêt, et ça montre également une volonté de pouvoir garantir une paix durable. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui fait, à votre avis, qu'est-ce que vous avez entendu? Qu'est-ce qui fait que Zelensky, qui était évidemment, a fait ça quoi? Encourager, c'est pas quand même s'il est ce qu'il est, chacun est ce qu'il est, mais c'est pas un coup d'humeur comme ça qui est arrivé comme ça. Ça paraît étrange. Non, tout à fait, ça paraît étrange. On n'ose pas imaginer qu'il ait pu être animé par des opposants à Trump pour essayer de saper ce but qui est le sien. Donald Trump en a fait une promesse et une priorité de sa campagne, et on voit qu'il met ça, il déploie beaucoup d'énergie pour y aboutir. L'enjeu, c'est que Volodymyr Zelensky est arrivé à la table des négociations avec des revendications qui n'étaient pas celles qu'il avait au préalable. Il demandait, d'une part, il voulait plus de concessions territoriales, il demandait à ce qu'il
qu'il obtienne des réparations de la Russie qui se chiffrent à 300 milliards de dollars. Et il montrait d'autant plus qu'il avait une défiance vis-à-vis de l'effort de négociation et de diplomatie mis en place par les Américains. Ouais. Donc il n'arrive pas dans... Est-ce qu'il demandait des troupes américaines en plus? Non. Il lui demandait, ça venait dans une certaine forme de garantir la sécurité alors qu'il est en guerre à l'heure actuelle. Donc comment est-ce que vous voulez obtenir une sécurisation d'une zone dans laquelle vous n'avez pas encore d'accord de cessez-le-feu? Donc c'était des choses tout à fait irréalistes, invraisemblables. Et alors comment on l'explique? Enfin, comment en Amérique on explique ça? C'est pas comment on explique, mais c'est surtout là par rapport à l'extrait que vous avez monté, on est vraiment dans le point de bascule de cette discussion, mais qui s'étalait déjà depuis plus de 40 minutes, sur lesquelles on avait déjà une tension qui s'escaladait. On le voyait que Vladimir Zelensky il parlait beaucoup, il tenait le crachoir littéralement pendant cet entretien, et Donald Trump, parmi certaines de ses interventions, avait félicité le courage, la bravoure des Ukrainiens, la capacité, il célébrait Zelensky comme meneur d'hommes, mais on voit bien qu'il y a une différence entre la fait de pouvoir assurer la résistance de son pays par rapport à la capacité à sortir d'un conflit dans lequel la seule issue est une guerre qui va s'éterniser et se prolonger sur des années et des années, et sur le dos et sur le corps qui hélas des Ukrainiens qui sont Il faut rappeler 1 million de morts et de blessés, hein. Il faut rappeler ça. Et Zelensky était le seul, en venant à la Maison-Blanche, à l'initiative de Donald Trump, de pouvoir assurer ce traité de paix et pouvoir mettre un terme à cette boucherie. Est-il exact, juste d'après les informations que vous avez, Nicolas Conquer, que Donald Trump ne voulait pas le rencontrer tout de suite, enfin, il estimait que c'était pas encore prêt pour cela, et qu'on lui a dit mais non, ce serait bien, Zelensky est prêt, etc. Alors en avance de phase, on sait d'ailleurs que c'est Emmanuel Macron qui a été un artisan de cette rencontre-là. Ouais. En soi, ça s'intègre dans un processus. On a dit le secrétaire de commerce, à la suite de la rencontre en Arabie Saoudite, s'était rendu en Ukraine. Donc il y a des choses qui étaient engagées avec l'administration Trump et l'équipe de Zelensky. Maintenant, à la suite de cette discussion qui a été plus que houleuse, on l'a dit, c'est sans précédent, Donald Trump a admis que oui, on pourra reprendre les discussions quand Zelensky sera prêt à parler de paix. Là, en l'état actuel, il n'est pas apte, il n'est pas prêt. Et en l'occurrence, ce sur qui ça pèse, c'est le peuple ukrainien et ses militaires qui sont en première ligne et qui sont victimes de ce comportement qui n'était pas fructueux. Et donc, en soi, on l'a vu, le volte-face de Zelensky s'est fait de manière assez rapide. On l'a vu, ça a été rapporté par la BBC. Il dit, désormais, c'était hier soir, donc à peine 48 heures après cette discussion assez chahuteuse, chaotique, Vladimir Zelensky reconnaît auprès de la BBC qu'il serait prêt à signer cet accord sur les terres rares et sur les minéraux, de manière à ce qu'on puisse réengager le processus de paix. Ce que je salue évidemment, mais il n'y a pas lieu de faire perdre du temps ni à Donald Trump, ni aux Ukrainiens et aux Russes qui sont dans une guerre fratricide. Il y a une nécessité de mettre un terme à ce conflit au plus vite. Ouais, parce que ce qui est quand même assez, je dirais, terrifiant, parce qu'il y a le prix des vies et des blessés, comme vous dites, c'est qu'en 48 heures, Zelensky change, après avoir eu ce clash quand même, qui n'est pas une mince affaire, il dit « Ah non, je suis prêt à négocier ». Vous pensez que ça peut donc, ceci, se réenclencher assez vite ? Je pense qu'il y a une nécessité pour le réenclencher. Il s'agit d'être dans les bonnes dispositions. Par ailleurs, et c'est important de le mentionner, il y a différentes personnes qui sont des grands soutiens et des fervents soutiens de l'Ukraine et de Zelensky, dans la personne de sénateur républicain Lindsey Graham. Oui, il est allé 9 fois en Ukraine depuis le lancement du conflit. C'est celui qui a été un des plus véhéments ardents défenseurs pour voter des aides militaires et des budgets supplémentaires. Et là, il a dit, en fait, Zelensky a montré qu'il n'était pas dans des dispositions pour la paix et qu'il soutenait même qu'il se destitue ou qui démissionne parce que c'est pas favorable, et donc différentes personnes s'élèvent. En soi, c'est pas tant qu'il faille le destituer, il faut qu'il soit en mesure de pouvoir aboutir à ce processus de paix. C'est ce dont tout le monde veut, et même lui il le déclare, Zelensky, dans ses tweets, vous le lisez actuellement, il admet qu'il est pour la paix, mais dans ce cas il faut aller au-delà des paroles, il faut que ça se traduise en actes et qu'on arrive à signer ce deal dont il a été question hier, je le rappelle. Donc il y a ce volte-face qui est en train de se faire. Il a peut-être entendu raison, et d'ailleurs s'il y a une image qu'il faut retenir de ce que vous dites, le clash à la Maison-Blanche, c'est l'expression consternée de l'ambassadrice ukrainienne aux États-Unis, qui a la main dans sa tête. Elle est effondrée de voir à quel point Zelensky est en train de saborder cet effort de paix. Elle le voit, il murmure un juron
en plein bureau ovale. Donc est-ce que c'est à l'attention du vice-président? Je vais pas le reprendre, mais elle dit juste qu'il n'est pas en train d'aboutir à tous ces efforts qui ont été menés. Il aurait dit, je dis ça au conditionnel, il aurait dit, mais on ne sait pas à l'intention de qui, espèce de pute, enfin l'équivalent de pute en ukrainien. Vous reconnaîtrez que c'est pas forcément propice au dialogue diplomatique et au respect du protocole. Donc voilà, moi je veux pas juger sur la tenue de qui que ce soit, mais je dis que c'est pas des conditions favorables à ce que mette en place un accord qui puisse aboutir à la fin d'une guerre qui n'a que trop duré. Ça fait plus de 3 ans qu'on est là et c'est pas le moment de s'aborder ces efforts de négociation. Alors, dernière question, Nicolas Conquer, on va en parler après avec Vincenzo Sofo, mais en même temps, c'est le cas de le dire, et sans prendre le langage d'Emmanuel Macron, en même temps, vous avez vu le sommet européen, l'Europe se mobilise, Ursula von der Leyen dit qu'il faut renforcer le potentiel militaire de façon absolument drastique, Jean-Noël Barrot, notre ministre des Affaires étrangères, dit que nous rapprochons, le front se rapproche de nous au fur et à mesure. Donc on entend d'un côté allez, il faut vraiment se battre, il faut arriver à un accord. Et de l'autre côté, oui, attention, pas n'importe quel accord. Il faut pas laisser Poutine envahir tout cela. Et nous allons nous mobiliser. C'est perçu comment cette espèce de mobilisation de l'Europe au moment même où il y a eu cette première confrontation à Washington. Je vois surtout qu'on a des dirigeants européens et des ministres des Affaires étrangères qui agitent les peurs, qui disent que cette ligne de front va se rapprocher. Les Russes n'ont pas pris Odessa, donc on peut se féliciter de cette résistance ukrainienne. Mais encore une fois, rappelons que si jamais les Russes venaient à s'en prendre à un des pays de l'OTAN, on déclencherait l'article 5, Bien et là sûr. Ça mobiliserait ça mettrait une attrition phénoménale aux Russes. Donc pour moi, je ne vais pas présager de quoi que ce soit, mais en l'occurrence, on voit que les Russes, eux, sont dans des dispositions favorables au processus de paix, et j'entends d'autres dirigeants européens qui sont plus dans des attitudes de va-t-en-guerre, bellicistes, et qui sont sur le point de compromettre ça, et encore une fois, sur le dos, et ça va se payer par le prix du sang des Ukrainiens. Donc à l'heure actuelle, il faut, et beaucoup des gens sensés, peut-être pas de manière publique, admettront que ces territoires sont perdus et que l'enjeu c'est de maintenir et de jouer au plus vite, parce que là dans la phase actuelle c'est Vladimir Poutine et la Russie qui est en train de grappiller du terrain, donc il y a une nécessité de pouvoir aboutir à un deal de paix rapidement plutôt que de les laisser grappiller du terrain ou de prévoir que dans 1 an l'économie russe sera exsangue. On l'a déjà entendu ça, des ministres de l'économie dire qu'en 48 heures il ferait ployer le géant russe. Ça ne s'est pas produit, ils se sont trompés sur tout. Désormais c'est la paix qui doit primer et tout le monde devrait s'efforcer, quand bien même il y a des concessions à effectuer. La paix doit prendre de part et d'autre. Bien sûr. Merci Nicolas Conquer. Écoutez, on va suivre les éléments. Tout cela se déroule très très vite et nous allons le suivre, y compris avec vous. Merci d'être venu. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. À Washington, ça clash et ça clash dur. Et en Europe, on se mobilise. Apparemment, on se mobilise. Vous savez, un sommet de Londres qui a eu lieu dimanche. Plusieurs pays européens étaient représentés. Ça fait bouger beaucoup, ça fait parler beaucoup. 11 États membres étaient là, plus le Canada, la Norvège et évidemment Ursula von der Leyen, évidemment l'incontournable. Mais qu'est-ce qui se passe exactement? On va en parler tout de suite. Sud Radio André Berkov. Berkov dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio. Allô maman bobo, maman comment tu m'as fait, je suis pas beau. Allô maman bobo. Ben oui, écoutez, il y en a qui se plaignent. Allô maman bobo, disait Alain Souchon, mais là c'est quoi? On ne peut plus supporter tout ça. On va faire la guerre. Allô Ukraine bobo, allô Trump bobo. Les gens s'enflamment. Ça devient de plus en plus fort. On a vu ce qu'a dit Ursula von der Leyen. Nous devons urgemment réarmer l'Europe. Écoutez d'ailleurs ce que dit Ursula von der Leyen sur ce qu'il faut faire là tout de suite. Écoutez. Ursula von der Leyen s'exprime. Il fait que j'ai
également de protéger les systèmes énergétiques, les infrastructures énergétiques, d'assurer que c'est un pays durablement sécure. Nous devons urgemment aussi réarmer l'Europe. Et pour ce faire, je vais présenter un plan exhaustif de réarmement de l'Europe le 6 mars. Voilà, je vais présenter un plan exhaustif, extrêmement fort de réarmement le 6 mars. Et en même temps, Emmanuel Macron propose une trêve d'un mois. Keir Starmer n'est pas d'accord. Vincenzo Sofo, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes ancien député européen italien, bien sûr, notamment des Fratelli d'Italia, appartient c'est le groupe de Giorgia Meloni, d'ailleurs, c'est bien ça. Alors, justement, du point de vue Europe, on a vu ça, tout se passe pratiquement en même temps dans les 48 étoiles. Qu'est-ce que cette réaction européenne, elle vous inspire quoi? Européenne, en tout cas, une partie de l'Europe. C'est une réaction qui est quand même dramatique, c'est-à-dire que l'impression qu'on a, c'est pas même une impression, c'est la réalité malheureusement, c'est qu'en fait l'Europe, elle s'est réveillée d'un coup d'un long sommeil et s'est rendu compte qu'on est écarté par toutes les dynamiques et les affaires internationales. Et là, tout le monde s'agite, la France surtout, et pour essayer de dire, on est là, on veut être là, on veut avoir un rôle. Sauf que, moi je veux bien, par exemple, j'écoute avec intérêt les déclarations de Mme von der Leyen sur le fait qu'il faut réarmer l'Europe, qu'il faut se donner une autonomie stratégique, qu'il faut se donner un rôle, même indépendant aussi par rapport ou autonome par rapport aux États-Unis. Très bien, mais le problème c'est que si on veut faire de la politique de façon réelle et pas seulement avec des déclarations, on ne peut pas faire dans 2 mois ce qu'on n'a pas fait pendant 70 ans. En fait, le problème de s'armer, de se doter d'une autonomie stratégique de la part de l'Union européenne, c'est un problème qu'on aurait dû se poser tout de suite. Et il y a un autre problème, parce que le vrai sujet, c'est pas avoir une armée européenne. Le problème, c'est qu'on va se réarmer, d'accord, moi je suis d'accord. Parce qu'en fait, il n'y a pas de souveraineté s'il n'y a pas de possibilité de se défendre. Mais vous êtes pour une armée européenne, quoi? vous? Le problème, c'est pour faire quoi? C'est ça. L'armée européenne, l'armée en général, c'est pas un objectif, c'est un utile. C'est un utile qu'on utilise justement pour un objectif, pour une mission. Mais c'est quoi l'objectif et c'est quoi la mission de l'Union européenne aujourd'hui géopolitiquement? On n'a pas de mission géopolitique. L'Union européenne, c'est un sujet, ça a toujours été développé comme un sujet économique, bureaucratique, administratif, mais sans aucune vision commune géopolitique. Même les rapports et les conflits qu'il y a aussi diplomatiques entre l'Italie et la France depuis des années, c'est exactement les preuves qu'on a ces problèmes d'identité, ces problèmes d'émission, et jusqu'à quand on ne va pas trouver une solution à ça, je ne vois pas comment on peut arriver à développer cette force militaire et géopolitique. Oui, alors Vincenzo Sofo, vous avez dit hors antenne, c'était intéressant, vous avez dit, oui, j'ai écouté le clash Trump-Zelensky, j'ai pensé à Meloni et à Macron. Oui, parce que en fait, ce qui m'étonne, c'est que, en fait, tous ceux qui à parole sont les plus européistes, après, dans les faits, sont ceux qui sont les moins européistes, et donc ils font des initiatives qui, en fait, font comprendre comment l'Union européenne actuelle ne marche pas. Les sommets de Paris qui étaient organisés il y a quelques jours, il n'a pas eu des conclusions concrètes, mais c'était très intéressant parce que c'était, en fait, la déclaration. En fait, c'est une admission de l'inutilité de l'Union européenne, comment ça marche. Parce qu'en fait, les messages qui est passé, c'est, vous savez quoi, oui, c'est vrai, l'Union européenne a 27, mais après, quand les choses deviennent sérieuses, on ne peut pas utiliser ces formats-là, il faut réfléchir autrement. 10 ou 11 ou 8, comme confédération d'États, en fait, c'est que la droite, finalement, a toujours dit. Sauf que, résultat, il faut refaire un autre sommet à Londres, et quand même les conseils européens, donc il y a une confusion qui est totale. L'Italie, la position de l'Italie, c'est dire face après au clash qu'il y a eu entre Trump et Zelensky, écoutez, il y a urgence de faire un sommet, un vrai sommet entre l'Europe et les États-Unis, donc à l'intérieur de l'Alliance occidentale, en fait, pour se comprendre, pour clarifier quels sont les objectifs. Parce qu'en ce moment, ils ne se comprennent pas. Qu'est-ce qu'on doit faire? La Pologne a dit qu'effectivement c'était une bonne idée, le Royaume-Uni a dit que c'était une bonne idée. L'Italie aussi? Mais, oui, c'est l'Italie qui les propose. Donc, oui, sauf que d'autre côté, il y a aussi une action assez accélérée qui est menée surtout par la France,
comprend à moitié quel est le soutien que l'Allemagne donne, sur, en fait, prendre tout de suite une position même militaire face à cette dynamique de négociations avec l'Ukraine, avec des armées à envoyer, chose sur laquelle l'Italie a stoppé, en disant attention, faut pas trop accélérer parce qu'il faut quand même l'Angleterre est hésitante. L'Angleterre, exactement, aussi. Donc, en fait, il y a une confusion totale. Et ce qui m'étonne, c'est qu'en fait, exactement quand on devrait démontrer d'être Europe, ceux qui ont toujours demandé avoir une unité européenne, finalement, c'est ce qui crée des divisions et qui augmente des divisions qui déjà existent. Oui, alors c'est ça qui est extraordinaire. D'ailleurs, la journaliste, juste un mot, Vincenzo Soffo, la journaliste du Point, Géraldine Wössner, il dit, mais en ordre de bataille, aucune économie européenne n'est en mode économie de guerre. Il dit, l'Italie attend 62 nouveaux F-35, le Danemark en a commandé 27, la Belgique attend ses 34 nouveaux F-35, la Pologne a signé pour 32 F-35, la Finlande en a commandé, l'Allemagne qui a commandé 35 appareils aux USA n'a toujours pas bougé, alors que les livraisons ne sont attendues qu'à partir de 2029. Idem pour la République tchèque, la Grèce, etc. Alors, c'est la raison pour laquelle je disais, enfin, on a dormi pendant 70 ans, en disant, bon, en demandant aux États-Unis de notre protection, et donc, en fait, c'est comme les papas et la maman, et nous, on jouait à faire les enfants, et maintenant, on veut devenir adulte tout d'un coup. Bah, je vous dis encore plus, enfin, maintenant, on part, par exemple, de la solution nucléaire, d'avoir un parapluie nucléaire qui ne soit pas américaine. La France s'offre pour ça, et la France essaie donc d'engager aussi l'Angleterre, parce que c'est les seuls deux pays qui ont quand même une puissance nucléaire. Oui, mais sauf que, attention, et c'est la réflexion qui fait l'Italie, enfin, est-ce que vous êtes sûr aujourd'hui d'accélérer sur une chose comme ça? Est-ce qu'on est vraiment capable aujourd'hui, vous avez raison, de se donner une autonomie de cette typologie? Parce que moi, en fait, quand on parle, on a les armes, ok, mais après, il faut même voir quelles armes on a et combien on en a. Et la formation. Est-ce qu'on est prêt? Et la formation. Si on parle d'armées nucléaires, aujourd'hui, la Russie a à peu près 5 000, 6 000 armées, je ne sais pas comment on dit en français, nucléaires. Les États-Unis sont à peu près aussi à 5 000. En fait, si on met l'Angleterre et la France ensemble, je pense qu'on est à peu près sur 500. Donc ça change les rapports. Si on prend les soldats, les soldats aussi, la situation c'est dramatique en Europe. Aujourd'hui, on n'a pas de soldats pour faire la guerre. Aucun pays, on a des armées qui souvent sont très vieilles aussi en termes d'âge. On n'a pas de réservistes et on n'a pas de volontaires. En fait, si on regarde tous les sondages d'opinion sur la volonté ou la disponibilité de la population de s'engager, donc personnellement d'aller faire la guerre en cas d'un conflit, les statistiques, les réponses sont pas rassurantes. Donc malheureusement, oui, on est obligé aujourd'hui de s'appuyer aux États-Unis. Et Trump est en train de nous dire, par contre, il faut que vous commencez à vous réveiller parce qu'on peut pas faire, vous ne pouvez pas avoir les avantages sans les désavantages. Et donc on est dans une situation de faiblesse absolue. Et Trump dit aussi participer, payer beaucoup plus. L'OTAN, c'est 70% les Américains. Il faut que vous payiez plus. Et deuxièmement, mais alors, à votre avis, on ne fait pas de prédiction et je ne vous demande pas d'être prophète et voyant, Vincenzo, mais est-ce qu'à votre avis, on peut arriver à une sortie de l'OTAN des Américains si l'Europe se dit, écoutez, moi je vais continuer, nous on va défendre, c'est notre territoire, Poutine risque d'arriver jusqu'à Varsovie et peut-être plus loin, donc on va se défendre. Est-ce qu'on peut arriver à ça? Écoutez, moi je ne pense pas. Je ne pense pas aujourd'hui, après tout est possible, même les scénarios qu'on est en train de vivre pendant ces jours, personne ne pouvait les prévoir. Mais il y a quand même quelque chose, l'Europe, ça reste aujourd'hui aussi encore un continent, un territoire stratégique. Donc en fait, tout ce qu'on est en train de vivre, même la guerre en Ukraine, ça fait partie d'un conflit entre l'Occident et d'autres puissances qui sont impérialistes, qui sont en train d'essayer de rétablir des dynamiques et des rapports de force internationales. L'Europe, j'ai du mal à imaginer que les États-Unis puissent demain renoncer, eux, à l'Europe pour peut-être les donner à la Russie ou à la Chine. Ça serait mortel même pour eux. Parce que pour les États-Unis, il faut comprendre, l'Europe, c'est quand même dans leur logique, partie de l'empire occidental qui est mené par eux. Simplement, ils sont en train de dire, quand même, on veut que vous augmentez la responsabilité dans cet empire. Le problème, c'est que ça a des raisons historiques liées à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, c'est inutile de revenir. Mais l'Europe n'a jamais
décider quand même de jouer un rôle actif à l'intérieur de cette alliance. Et c'est ça qui nous met dans une situation de faiblesse, même sur les négociations en Ukraine. Et c'est parce que, et vous l'avez dit au départ, et c'est parce que le vrai problème, c'est que l'Union européenne en tant que telle, elle a une politique économique, on pense ce qu'on veut, et d'ailleurs beaucoup de choses à dire, mais elle n'a pas de politique stratégique militaire, elle n'a pas de politique de se considérer comme en tout cas comme une puissance, comme un empire. C'est ça, elle n'a pas conscience d'elle-même. Au contraire, en fait, il a tout fait pour essayer de ne pas être une puissance géopolitique jusqu'à présent. Moi, je fais quand même 5 ans de mandat de député européen. En fait, si tu as un minimum étudié et tu t'observes un peu les choses, tu comprends que c'est quand même tout est fait pour ne pas marcher dans un sens politique et géopolitique, et pour rester emprisonné dans un cadre bureaucratique administratif. Donc là, aujourd'hui, on en paye les conséquences. Mais c'est aussi toute la rivalité qu'on a eue, je répète, entre la France et l'Italie, par exemple, Libye, dans l'Afrique du Nord. Et donc, les conséquences qu'on paye aujourd'hui, parce que les résultats, c'est que personne, la France est en train de se retirer par tous les territoires. On n'a pas donc des présences européennes, tout est en train de passer dans les mains chinoises, russes, turques même. Et on en paye les conséquences à partir du dossier immigration, parce que l'immigration des masses massive, c'est une arme géopolitique. Et nous, vu qu'on n'a pas pu, on a renoncé à toute présence géopolitique comme Europe, aujourd'hui, on a un gros problème à gérer ça. C'est sûr qu'on est en train de se dire, allez, il faut y aller. C'est avanti, avanti, et l'autre lui dit che bella voce. Oui, voilà. Merci pour la citation italienne, ça m'a fait sentir. Merci Vincenzo Sofo. Merci je rappelle que vous êtes ancien député européen, et puis on va continuer avec vous aussi à parler de ça dans les prochains jours. Avec plaisir. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Eh bien oui, la situation est grave. Effectivement, on entend en Europe Jean-Noël Barrot qui dit la frontière s'est rapprochée. Effectivement, la frontière s'est rapprochée, etc. Mais nous avons D'Artagnan, nous avons Bayard, nous avons Duguesclin, nous avons notre chevalier sans peur, et sans reproche. C'est qui? Eh bien, écoutez. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Les perles du jour. Si vous cherchez la bagarre, vous êtes venu à la bonne place. Si vous cherchez la bagarre, regardez-moi bien en face. Écoutez-moi bien, Trump. Trump, petit commerçant, petit vendeur immobilier. On va vous répliquer, et nous avons la personne qui va répliquer et qui va dire des choses fortes. Et d'ailleurs, depuis qu'il a entendu ça, Trump tremble, ne dort plus, cauchemarde. Écoutez. Donald Trump, il ne réagit que par rapport au portefeuille, par rapport à l'argent. C'est sa seule conduite. Vous le voyez même pour l'Ukraine, de manière indécente, insolente, où il exige, pour ne même plus protéger l'Ukraine, que l'Ukraine lui donne des terres rares. Vous le voyez sur d'autres sujets, à chaque fois il demande des compensations ou il veut de l'argent. Donc il faut le toucher là où ça le fait le plus mal. Et d'ailleurs vous avez remarqué que depuis quelques jours, l'économie américaine est déjà affectée par ses premières décisions. Et bien nous, les Européens, et les Français doivent être en première ligne, nous devons lui faire mal, très mal. Oui, absolument Bruno Le Maire. Non, pardon, je me suis trompé. Je croyais que c'était Bruno Le Maire qui, encore une fois, veut mettre à genoux l'économie russe avec le succès que l'on sait. Non, c'est François Hollande, le député de Corrèze, ancien président de la République, qui dit « Trump n'est obsédé que par l'argent ». Cher François Hollande, Trump, il est multimilliardaire. Si c'est une question d'argent, pourquoi il s'est mis à être président des États-Unis? Il y a quand même la question de pouvoir. Hein, il a quand même perdu beaucoup d'argent en chemin. Alors oui, il n'est préoccupé que l'argent. Il pense aux terres rares, etc., etc. Voilà. Il faut donc qu'on lui fasse mal, très mal. Et ça, c'est quand même des positions assez étonnantes. On est dans une période de crise géopolitique mondiale très forte, et on va faire mal. Mais on va faire mal à qui? On va faire mal à quoi? Avec quelles armes? Avec quoi? Il ne s'agit pas de dire « Trump, vous êtes formidable » et de se rendre à Trump, mais il s'agit d'avoir une politique. Il ne s'agit pas de faire des petites paroles de café du commerce ou de zinc ou de vraiment. C'est
étonnant que quelqu'un comme François Hollande, qui est quand même un homme d'expérience, qui a quand même vécu à l'Élysée quelque temps et puis aujourd'hui a retrouvé un poste de député, s'amuse à dire ça. Il sait très bien que ce n'est pas le problème entre aujourd'hui les États-Unis, l'Ukraine et la Russie. C'est beaucoup plus compliqué que ça. On aimerait quand même avoir un personnel politique français qui s'occupe vraiment de réfléchir au rapport des forces, de réfléchir à ce qu'on peut faire au lieu de décider comme ça arbitrairement de lancer des petits anathèmes et des petits anathèmes ridicules au lieu de voir ce qui se passe. Alors François Hollande, je vous assure, faites un peu d'effort, et je vous avais dit des phrases magnifiques comme c'est pas cher, c'est l'État qui paye, etc., etc. Eh bien écoutez, payez-vous de bonnes résolutions, je vous assure, ça vous fera du bien. La sagesse est un plat qui ne se mange pas froid. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Ben, Patrick, je ne sais pas où sont les femmes. Les femmes sont partout et heureusement. Mais il y a des fois où on installe certains portraits de femmes dans des lieux où vraiment on se demande si c'est là qu'ils doivent être et que si c'est une bonne solution et surtout du bon sens. Vous savez, la basilique Saint-Denis. La basilique Saint-Denis où reposent les rois et les reines de France. Hein, je veux dire, c'est vraiment un des endroits les plus... je dirais pour les croyants les plus sacrés, pour la France les plus mythiques du pays, la basilique Saint-Denis, hein, les rois de France. Eh bien, une exposition vient d'être inaugurée au cœur de la basilique, une exposition photographique. Il s'agit d'une série de photos de femmes, certaines voilées, d'autres pas, mais c'est pas le problème, mais quand même, prises à Saint-Denis, à Aubervilliers. Voilà. Dans cette basilique, je rappelle que cette basilique date de 10 siècles, hein, elle a 1000 ans. Eh bien, Sandra Reflette, la photographe, a voulu comparer le destin de ces 32 femmes photographiées à celui des 32 reines représentées sur les vitraux datant du 19e siècle. Voilà, 32 femmes, 32 reines de France. Alors en sous-vêtements ou en hijab, c'est leur féminité, leur résilience, donc de ces femmes du 21e siècle qui sont ici célébrées. Voilà, la photographe explique que, elle dit-elle, ces nouvelles reines ne portent pas de couronne, mais leur influence est tout aussi marquante. Par cette exposition, l'artiste interroge les visiteurs sur la manière dont la royauté est perçue aujourd'hui en lien avec des valeurs modernes d'égalité et de justice sociale. Très bien. Faire des portraits de femmes d'aujourd'hui qui marquent leur temps, qui marquent leur époque, ou qui marquent même leur quartier, leur rue, par ce qu'elles font, par ce qu'elles disent, parce que... Très bien. Mais pourquoi au cœur de la basilique Saint-Denis ? Qu'est-ce que ça a à voir? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Alors, c'est le Centre des Monuments Nationaux qui chapeaute l'exposition. Très bien. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire à une basilique porteur d'histoire de mettre au cœur de ce lieu, montrer, oui, attention, voilà, il y a aujourd'hui les femmes, les migrantes, qui font leur... Mais attendez, on peut pas la faire dans la ville de Saint-Denis, on peut pas la faire ailleurs. Comprenez que ce n'est pas une question d'égalité, ou ce n'est pas une question de dire « Ah, vous êtes réac », et l'autre, il dit, qu'est-ce qu'il dit? Évidemment, la France n'est pas un pays fasciste, voilà, merci de nouveau Front Populaire, dit la photographe. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire simplement que vous pouvez parfaitement respecter un lieu millénaire qui a servi qui abrite effectivement les tombeaux de rois, de reines, etc. C'est une histoire. Et à côté, en face, dans la ville, faire une magnifique exposition des énergies d'aujourd'hui. Mais ce mélange, cette confusion, cette espèce de mélange des genres, et j'emploie le mot genre à dessein, ne veut strictement rien dire et ne veut dire qu'une chose. Ah oui, tout se vaut. Tout est égal, tout va bien, c'est la continuité. Non. On n'est pas reine comme ça, on n'est pas dans l'histoire comme ça. Ce n'est pas une question d'égalité, c'est une question simplement de respect d'un lieu, de respect d'un temps et de respect des proportions. C'est tout, pas plus, pas moins. Et au contraire, on saluerait tous et on salue tous une exposition sur les femmes d'aujourd'hui et sur d'ailleurs énormément de créateurs d'aujourd'hui, mais vous n'avez pas besoin de la mettre au sein de Notre-Dame de Paris ou de la basilique ou de telle cathédrale.
Vous n'avez pas besoin de cela. Vous n'avez pas besoin de remettre l'histoire à l'envers. C'est pas la peine. Ça ne sert à rien, ça n'apporte rien. Et ça n'apporte uniquement à ceux qui veulent c'est pas... Ça n'apporte rien à ceux tricoter. En faire une... Pas que c'est la meilleure manière, vraiment, de s'occuper de la France. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Pour aller n'importe où, pour aller jusqu'au bout des chemins de fortune. On se rappelle du discours de J.D. Vance en Europe. Il dit: est-ce que vous n'êtes pas en train de perdre la liberté d'expression, etc. Certains ont trouvé ça tout à fait déplacé, d'autres ont applaudi, effectivement. On peut se poser des questions, on va en parler d'ailleurs dans la seconde heure avec Ksenia Fedorova, qui était présidente de RT France et qui a été fermée. Et au lendemain de la fermeture définitive sur la TNT, sur les chaînes, sur le réseau de la TNT, de C8 et de NRJ12, on peut quand même se poser quelques questions. Et quelque chose qui m'a vraiment frappé, c'est Sibylle Veil, c'est les propos de Sibylle Veil, qui a publié une tribune le 21 février dernier, il y a une semaine dans le Figaro. Et voici ce qu'elle écrivait. Sibylle Veil, je rappelle, elle est présidente de Radio France, radio de service public, entièrement financée, ou presque entièrement financée, par le contribuable français, donc par 26 millions à 27 millions de foyers français dans toute leur diversité. Et elle dit ceci: Trump, Vance, Musk, nouveaux gardiens mondiaux de la liberté d'expression, cela est une fable, dit la directrice de Radio France. Elle me rappelle celle du cow-boy de Marlboro, vous savez, dans ses publicités des années 50, la marque de cigarettes promettait la liberté du grand air pour mieux vendre un produit nocif. Et selon Sibylle Veil, la liberté d'expression est le cheval de Troie du néo-impérialisme américain. Écoutez bien, la liberté d'expression est le cheval de Troie du néo-impérialisme américain. C'est pas fabuleux, ça? Alors que, justement, je croyais que sur nos frontons, c'était liberté, égalité, fraternité. Et vous trouvez rien à redire quand cette liberté d'expression est à géométrie de plus en plus variable? Non, vous ne trouvez strictement rien à redire à cela, y compris sur les antennes de Radio France où certains mots ne sont absolument pas touchés. Certaines chansons comme Jésus et PD n'ont absolument pas été sanctionnées, en tout cas par les hautes autorités. Non, écoutez, il y a raison gardée, et moi j'aime bien le premier amendement de la Constitution américaine. La liberté d'expression ne se divise pas, elle ne se surveille pas, elle ne se censure pas. Et voilà, on aimerait rappeler ça à la directrice de Radio France. Sud Radio. Sud Radio, parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Alors, je reçois aujourd'hui, je vais vous dire, une bannie, une marginalisée, une, je ne dirais pas marquée du sceau de l'infamie, mais qu'on a traité de tous les noms pendant quelque temps, agent de Poutine, directrice d'une chaîne étrangère, etc., etc. Xenia Fedorova, bonjour. Bonjour André. Vous avez fondé RT France, que vous avez dirigé pendant 5 ans, c'est bien ça? C'est bien ça. Et vous écrivez un livre, Banni, B-A-2-N-I-E, banni, hein, le bannissement. Et le sous-titre, c'est Liberté d'expression sous condition. Ça paraît chez Fayard. Et c'est un livre très intéressant parce que vous racontez d'abord votre parcours. Hein. Vous êtes né en Russie, et puis on raconte l'Autriche, et puis Paris, premier Paris, l'Allemagne, Berlin, etc. Et puis, évidemment, ce qui est le cœur du livre, cette aventure de RT France qui vous a valu et qui a valu évidemment qui a eu beaucoup de problèmes dès le départ et qui s'est soldé, je crois que c'est en 2022. Sanctionné 2022 et liquidé en 2023. Et liquidé en 2023, c'est ça. Voilà. Et je voulais savoir d'abord, justement, parce qu'il y a une actualité très très récente, que deux chaînes, C8 et NRJ12, ont été supprimées de la TNT complètement, voilà, et il y a eu, vu les bruits qu'il y a eu moins de bruit pour vous, mais enfin on en reparlera. Mais qu'est-ce que ça vous inspire? Honnêtement, ça m'a fait
Je suis très triste pour eux parce que c'est une façon de déjà-vu pour moi. Une chaîne qui est fermée, plus que centaines en fait. Pour C8, c'est 400 des salariés qui seront en chômage. Tout ça, ça me rappelle la fermeture des RT France, cette tristesse, cette douleur, mais aussi la fermeture qui était sous silence. En fait, pas beaucoup de journalistes, sauf vous, M. Berkoff, mais pas beaucoup de journalistes ont parlé, en fait, cette fermeture comme si c'était normal. Aujourd'hui, c'est C8, mais qui sera demain ? Et justement, cette fermeture, vous la racontez, là, je parle de RT France, mais alors, d'emblée, on va quand même poser des questions et on vous dit oui, mais vous comprenez que Xena Fedorova, C8, Énergie 12, ce sont des Français, c'est Bolloré, Énergie 12, c'est Baudecroux, enfin, etc. Et vous étiez quand même une chaîne financée par un État, la Russie. Est-ce que c'est normal que en France, des chaînes ou des médias soient financés par des pays ou des institutions étrangères? Qu'est-ce que vous répondez à ça? Je pense que si on suit ces logiques, il faut dans ces cas fermer tous les chaînes qui sont financées par l'État étranger. Il y en a beaucoup? Il y en a, oui, ouais. Regardez, déjà si on commence par la France 24, il y a BBC World, il y a Deutsche Welle, Al Jazeera, etc. etc. Donc on peut parler de ça, et si on suit ces logiques, il faut fermer aussi les chaînes quand il y a une guerre. Par exemple, CNN n'était pas fermé quand les États-Unis ont envahi l'Irak. Là, déjà, RT France n'a jamais caché le financement. En fait, c'était une chaîne qui était créée en France avec les journalistes françaises, avec les cartes de presse, avec les licences de l'ARCOM à l'époque, le CSA, qui était hyper surveillé. Vous avez eu la licence pendant 5 ans, il faut le rappeler, depuis. En fait, on a eu une rénovation des licences. Vous avez eu une rénovation, aussi. Même eu des renouvellement, pardon. Ouais. Et en fait, on n'était jamais sanctionné. Il y a eu les tentatives, il y a une mise en demeure, mais RT France n'était jamais sanctionné par l'ARCOM. Donc, vous n'avez jamais eu ni mise en demeure, ni sanction? Une mise en demeure pour une erreur technique, les images et la traduction sur la Syrie. Mais en fait, la traduction n'était pas tronquée, c'était vrai. Donc, pour moi, il faut rappeler à nos... aux auditeurs. Auditeurs, je voulais dire auditeurs, que, en fait, la chaîne RT France était fermée par l'Union européenne. C'était Ursula von der Leyen qui a annoncé qu'il va fermer la chaîne. Après, je pense que c'était le lendemain du début du conflit en Ukraine. Oui, c'était une semaine après l'opération spéciale, comme disent les Russes, l'invasion, comme disent les autres, c'est ça. Exactement, mais en fait, sans aucune base légale. Donc, plus que centaines de journalistes français étaient mis en chômage. On a tenu un petit peu jusqu'à 2023 et finalement, on a été liquidés. Donc, je pense que c'est déjà très dangereux pour la liberté d'expression, mais c'est qu'elle est du but. Ils ont commencé par nous parce qu'il y a un prétexte, parce que c'était une chaîne financée par la Russie. En fait, c'était une chaîne qui dérangeait beaucoup plus avant 2022. Si vous vous souvenez, Emmanuel Macron interdit les journalistes de RT France l'accréditation pour l'Élysée. En fait, il nous a appelés les propagandistes. Mais comment c'est possible qu'en fait, l'ARCOM n'a jamais trouvé une raison de nous sanctionner? En revanche, on a été discriminés et finalement, sous le prétexte de guerre en Ukraine, la chaîne a été fermée. Aujourd'hui, on doit assez vite et malheureusement... Mais c'est le tribunal... Alors, juste pour comprendre bien techniquement, Xena Fedorova, c'est le tribunal... Parce que Ursula von der Leyen peut dire qu'elle ferme RT France, mais c'est pas elle qui ferme techniquement RT France. C'est le tribunal de commerce, c'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, Ursula von der Leyen a annoncé, ils ont eu les sanctions contre RT France. Donc, Interfrance a interdit la diffusion en France et en Europe. Et sous ce prétexte, c'était en fait sanctionné. Et on a tenu juste un petit peu. Et finalement, c'était le tribunal de Nanterre qui annonçait la liquidation. D'accord. Donc, c'est un peu comme ça. Malheureusement, on a essayé de contester cette décision. On était à Luxembourg avec nos avocats. Et en fait, on a demandé, mais montre-nous pourquoi, quelle est la base légale. Et en fait, ils ne pouvaient pas nous donner un exemple. Ils ont juste dit... Bon, ils ont parlé beaucoup de la propagande russe, évidemment. Finalement, ils ont juste dit on ne peut pas permettre une chaîne comme RT France d'exister au moment où les opinions des Européennes sont en train de se former sur le conflit
en Ukraine. Ah oui, ils ont absolument lié ça au conflit russo-ukrainien. La motivation, c'était façon préventive, en fait. Alors justement, parlons-en, parce que dans votre livre, vous racontez ce qui s'est passé, et vous dites aussi qu'il y a eu quand même une certaine chose, c'est-à-dire que le contenu de RT France a pu gêner un certain nombre de gens. Vous parlez de l'épisode du Gilet jaune, et je parle de 2 grands épisodes, évidemment, le Gilet jaune et le Covid, puisque c'était évidemment en pleine période. Et ce que vous dites, effectivement, c'est que votre traitement par rapport à beaucoup de chaînes, que ce soit les Gilets jaunes et que ce soit le Covid, ont gêné une certaine pensée dominante. En tout cas, c'est ce que vous dites, ce que vous écrivez. Absolument. Les Gilets jaunes, c'est connu qu'en fait, au début de ces mouvements, les médias généralistes sont vraiment faits en sous-couverture, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas suffisamment couverts cette grande mouvement qui était énorme. En fait, chaque samedi, on a vu ça. Et donc, il y a eu un délai de couverture. Je pense que c'était un délai qui était imposé par les journalistes eux-mêmes à eux-mêmes, en façon d'autocensure. Finalement, ils ne voulaient pas donner la parole à Gilets jaunes parce qu'ils pensaient que ce n'était pas soit assez important, soit dangereux. Mais en même temps, on est journaliste, on doit donner les faits, on doit permettre aux spectateurs, en général, aux gens de regarder par eux-mêmes, de réfléchir par eux-mêmes. Il faut arrêter vraiment à essayer d'infantiliser, je pense, les Français et les Européennes. Ils ont le droit de choisir quelle source d'information on veut regarder. Finalement, il peut décider de ne pas regarder de tout. Oui, et puis de toute façon, si ça ne vous plaît pas, vous tournez le bouton. Exactement. Vous dites, voilà, je ne veux pas voir RT France ou je ne veux pas voir telle ou telle chaîne, et puis voilà, vous ne la regardez pas. Avec les Gilets jaunes, c'était ça, parce que RT France a fait une couverture factuelle et juste de ces mouvements, c'est-à-dire qu'on a allé tous les points de vue, mais aussi on a invité les experts et ceux qui expliquaient c'est quoi ce mouvement, et les Gilets jaunes aussi étaient sur nos plateaux. Donc c'est ça ce qui n'est pas plaît à un média généraliste à l'époque, ce n'est pas plaît à l'ARCOM, le CSA, qui voulait que cette couverture soit plus basse, plus minimisée. Et pour Covid, c'est un peu la même chose. Bon, là, on était obligé de traiter cette information très très factuelle. Mais j'ai vu comment, à chaque fois, on a invité un expert qui mise en question la crise, comment cette crise sanitaire était gérée par l'État. Tout de suite, on était attaqué par les journalistes mainstream, par les médias connus. Et en fait, c'est vraiment très dangereux parce que qui décide de quoi parler doit regarder. Qui décide ce qu'on doit voir ou pas. Exactement. Il faut vraiment être beaucoup plus diverses et équilibrées sur la couverture. Et c'est la même chose avec le conflit en Ukraine. Si on regarde aujourd'hui RT France, bien sûr qu'on a relayé le point de vue de la Russie, mais également le point de vue de l'OTAN, de l'Union européenne, la France, etc. C'est ce que les journalistes font. Et maintenant, depuis 2022 et jusqu'à maintenant, là, c'est en train de changer. Mais la couverture des conflits était vraiment juste de l'un côté, un narratif de l'OTAN plutôt. Oui, c'est vrai. Maintenant, évidemment, les choses sont en train de changer depuis un mois, 2 mois. Et grâce à Trump. Mais oui, il faut le dire, parce qu'il voit autre chose. Et je veux dire, on va un peu creuser tout ça. Et effectivement, c'est intéressant dans votre livre, l'hostilité que vous avez rencontrée pratiquement dès le départ, et pour raconter, c'est ça qui est aussi très intéressant. Mais auparavant, Ksenia Fedorova, on va parler un peu de vous, de votre enfance, d'où vous venez, etc. Et oui, mais c'est important ça, parce que justement, vous êtes arrivé ici, et comment? On en parle tout de suite après cette petite pause. À tout de suite, nous sommes avec Ksenia Fedorova, et si vous voulez nous appeler, 0826 300 300. Nous, sous une liberté d'expression sous condition, une liberté surveillée. N'oubliez jamais, enfin vous savez, c'est presque une banalité de base que sur tous les frontons de la République, c'est liberté, égalité, fraternité. Mais alors ce mot de liberté, oui, il est partout. Mais dans la réalité, comment s'exerce-t-il? Et nous en parlons avec Ksenia Fedorova, qui a écrit Banni, B-A-2-N-I-E, encore une fois je redis, aux éditions Fayard. Ksenia Fedorova, vous avez 44 ans ou 43 ans, c'est ça? 44. 44. Vous êtes, ça va,
Vous êtes jeune. Vous êtes né donc en Russie. Vous avez vécu quelque temps votre enfance en Russie, puis vous êtes allé en Autriche. Vous racontez ça dans votre livre, mais c'est intéressant avec une mère qui était une mère courage, enfin qui s'occupait et de ses enfants et les faisait vivre parce que votre père est mort, c'était très jeune. Et vous racontez comment vous avez fait un certain nombre d'études, que la diplomatie vous attirait, mais que le journalisme vous attirait plus que ça. Et vous racontez comment vous avez commencé à RT à Moscou. Et puis après, effectivement, on vous a proposé RT France, que vous êtes venu à Paris. Vous étiez déjà venu en 2014, je crois, hein, c'est ça. Vous êtes revenu en 2017 et vous lancez tout cela en 2018. Mais alors, dites-moi, comment ça s'est passé? Pourquoi? Je voulais savoir. Alors, qu'est-ce que vous avez senti? Vous êtes allé voir Olivier Schramek, qui dirigeait à l'époque la haute autorité. Hein, c'était le CSA. Le CSA, oui, la haute autorité, c'était avant. Ça me rajeunit pas. Le CSA. Et vous dites dans votre livre que vous avez senti déjà il y a eu une histoire de méfiance quand vous faisiez passer un examen, que on peut pas dire que c'était extrêmement chaleureux. C'est le moins que l'on puisse dire. Absolument. Non, c'était juste. Je pense que c'était juste après le Maïdan, la situation en Crimée. Ah oui, 2014. Oui. Donc... Il a tout changé en Crimée. Le coup d'État, on peut le dire aujourd'hui, organisé par la CIA, Victoria Nuland et compagnie. En tout cas, moi je le dis, encore une fois, je ne suis ni pro-Trump, ni pro-ceci, ni pro-cela, mais on sait très bien comment était organisé Maïdan. Mais passons. Donc c'était après Maïdan. En fait, ce que vous touchez est très important de dire. C'est vrai que personne n'en parle aujourd'hui, sauf vous, André. D'autres, oui. Mais... Moi, il y a, oui, un peu de gens, mais c'est peu discuté. Mais oui, les États-Unis ont joué un énorme rôle en 2014. Et, oui. Ils ont installé des ministres. Je voudrais juste dire à l'intention des auditeurs qu'il faut savoir que la personne qui a parlé le plus de ça et le plus précisément, c'est Jeffrey Sachs, un très grand géopolitologue américain qui a connu toute cette région, et c'est lui qui a rétabli, en tout cas qui a établi toute l'histoire de ce qui s'est passé dans les années 2005, 2014 jusqu'à Minsk. Voilà, je dis ça en passant pour qu'on sache que ça ne vient pas du ciel. Le contexte, voilà. Ouais. Donc, je suis arrivée en France et la première chose que je me suis dit, si on s'installe en France, il faut absolument respecter toutes les règles, toutes les lois. Donc, il faut absolument que je demande une licence auprès de organes qui surveillent les organes de conformité, donc le CSA en l'occurrence. Le CSA, donc exactement. À l'époque, je parlais très peu français, donc je pris une traductrice avec moi. On a un cabinet d'avocats qui m'a aidé de préparer le dossier, et on se trouve pas seulement en face de Olivier Schramek, mais c'était en fait en façon des tribunaux. Il y a eu plein de gens. Ah oui, il y avait combien de personnes à peu près? Je pense que c'était full. La première ligne, c'était peut-être 10 personnes. Derrière eux, il y a eu peut-être quinzaine de personnes en plus. C'est ça, en tous les cas, c'est comme ça, je me souviens. Oui. Et j'étais interrogée sur tous les sujets. On a parlé de l'Ukraine, les Crimées, de financement. J'étais hyper transparente. J'ai raconté tout ce qu'on a préparé. Et je pense que à l'époque, ils n'ont pas trouvé une raison de refuser. C'était encore tôt. Mais vous sentiez qu'ils avaient bien sûr. envie. Comment vous les sentiez? C'est par les questions qu'ils vous posaient? Absolument, les questions, c'était plutôt genre de questions-accusations. Donc, encore une fois, je mais travaille... par exemple, je ne suis pas les représentants de l'État russe, je suis journaliste, mais les questions étaient pourquoi vous avez envahi l'Ukraine, pourquoi vous avez annexé Crimée. Donc, c'est genre des questions que normalement... il ne faut pas poser aux journalistes, il faut poser peut-être... Oui, sauf que effectivement, tout le problème était là. Vous étiez financé par le gouvernement russe, enfin par l'État russe. Mais cette modèle économique, ça existe déjà et existait avant Arte, ça existe avec l'Allemagne, ça existe avec la France, ça existe avec les États-Unis, Qatar. Il y a plein de chaînes qui sont... Al Jazeera, par exemple. Exactement. Donc, personne n'a banni Al Jazeera, en tous les cas. Ouais. Donc, ils vous posent des questions. Ils me posent les questions. Comme si vous étiez le représentant de Poutine. Et c'était toujours les cas, en fait. Je précise que je suis journaliste, mais je suis appelée, même toujours, en agent des Kremlin.
savez, ma page Wikipédia a été changée le lendemain quand j'ai annoncé que j'ai fait une série de petits documentaires sur C8 sur les églises orthodoxes. Oui. Et tout de suite, je suis redevenue une agente Kremlin. Ah oui, c'est ce que vous faites en ce moment. Vous faites une exactement. Série, oui. Ah, oui. Et sur Wikipédia, ils vous ont remis... Ils sont changés tout de suite parce qu'il ne faut pas parler des églises orthodoxes. En tous les cas. Donc, il y a toujours, je pense qu'il y a toujours eu ces intérêts, cette lobby atlantiste qui était vraiment anti-russe, on peut dire russophobe. Mais RT France n'était pas une chaîne russe. Moi, je suis russe, évidemment. Mais... Oui, vous ne faisiez pas du matin au soir la propagande de la Russie. Quoi. Non. On a embauché les journalistes français avec les cartes des presses qui sont décidées chaque matin quel sujet à traiter. C'était jamais, vous savez, on n'a jamais reçu les appels de Moscou pour traiter les sujets en France. Mais oui, depuis le début, on était interdite à l'Élysée. Et Emmanuel Macron fait ça très clair. Je parle de ça dans mon livre. Oui. Le fameux jour à Versailles où il était avec Vladimir Poutine, à côté de Vladimir Poutine, où je lui pose les questions sur ce bannissement des journalistes. Et il répond d'une façon très violente qui, en fait, marquait toutes les prochaines années. Je pense qu'Emmanuel Macron a cherché une façon de nous interdire. Mais comme c'était compliqué sans base légale et comme je vous ai dit, on n'était jamais sanctionnés, alors comme jamais trouvé une raison de nous sanctionner, ils sont essayés mais ils ne sont pas trouvés, c'était finalement les prétextes, c'était la guerre en Ukraine, l'Union européenne qui l'a fait pour lui. C'est ça, par Ursula von der Leyen interposée. Mais il y a quelque chose, vous parlez dans votre livre, qu'est-ce qui a fait, alors ça m'intéresse aussi Ksenia Fedorova, qu'est-ce qui a fait que, sentant cette opposition, sentant cette hostilité, mesurant le rapport de force, vous en parlez, vous évoquez ça. Pourquoi vous ne vous êtes pas installé en Suisse, en Belgique, en Autriche ou ailleurs, en disant, enfin, voilà, mais je fais RT France, mettons, oui, ou même à Moscou. Mais même, disons, dans un pays européen, vous n'auriez pas eu les mêmes problèmes. Et voilà, mais même si vous êtes dans un pays francophone, qu'est-ce qui a fait que vous avez dit non, je veux qu'on reste là, je veux qu'on... Il y a un mélange... Franchement, je pense qu'il y a un mélange de ma naïveté à l'époque, parce que je pensais que la France, votre pays, est le pays de liberté, liberté d'expression. Jamais pensé, parce que je travaillais en Allemagne juste avant de venir en France, et franchement, je n'ai jamais senti ces genres de censure, ce niveau de censure que je sentis en Allemagne. Bon, en Allemagne, ce n'était pas extraordinaire non plus, mais quand même... Vous voulez dire que la censure en Allemagne n'était pas aussi forte que ce que vous avez senti en France. Exactement. À l'époque, ce n'était pas aussi forte. Peut-être aujourd'hui, c'est plus forte qu'en France. Je ne sais pas, mais à l'époque, ce n'était pas. Et la deuxième, probablement la première raison pour moi, c'était installer une chaîne vraiment en France pour qu'on puisse toucher les sujets français, parler en français. Embaucher les journalistes français. Parce qu'embaucher les journalistes français pour venir à Moscou... Il faut comprendre que c'est plus compliqué. Même si on peut trouver les journalistes qui sont prêts à déménager, c'est pas les mêmes journalistes, vous voyez. Et donc je ne pense pas qu'il y ait Frédéric Teddy qui travaille pour nous en toute liberté. Pouvait déménager à Moscou, je pense pas. Donc on a eu cet accès aux journalistes, aux experts. On s'est installé juste à côté de chez vous. On était à Boulogne-Billancourt. Exactement. Donc on voulait vraiment faire tout ce que ça sera une chaîne française et que les Français respectent. Parce qu'avoir une chaîne en Moscou qui diffuse en français, c'est quand même une autre chose. Oui, mais vous auriez pu être en Europe, enfin, encore une fois, en Belgique, en Suisse, en France. Pardon, en Belgique ou en Suisse. Exactement. Mais finalement, je pense que après 2022, tous les pays européens, sauf la Suisse. La Suisse n'a jamais interdit RT, et même aujourd'hui, RT est visible en Suisse. Ceux qui, je dois dire, bravo à la Suisse, même s'ils sont copié-collé toutes les sanctions contre la Russie, là, sur la liberté d'expression, ils sont restés forts. Ah oui, la Suisse n'a pas banni RT. On va continuer d'en parler, ce qui s'est passé, racontez-nous tout cela. Effectivement, l'histoire de la censure et de l'autocensure, ça nous concerne tous. Et si vous avez des questions, si vous avez des interventions, 0826 300 300. À tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états, midi 14h. André Berkov. Avec Ksenia Fedorova, qui a présidé, qui a fondé RT France, qui a été, comme vous le savez, interdit d'antenne, interdit de fonction en France depuis 2023. Et on parlait justement de ce problème de la liberté d'expression. Au fond,
on est toujours dans ce problème-là, où elle s'arrête, où elle va. Et je rappellerai sincèrement, c'est que nous sommes tous d'accord quand une radio, une télévision, un média diffuse des paroles de haine et d'appel au meurtre, ou de racisme, etc., évidemment qu'il faut sanctionner. Mais la loi est là. La loi est là pour sanctionner. En revanche, les opinions différentes, eh bien, écoutez, c'est ça la liberté. Comme disait Voltaire depuis toujours, la liberté, je me battrai, même si on n'est absolument pas d'accord avec vous, je me battrai jusqu'à la mort pour que vous puissiez le dire. Donc, parlons un peu il y a la censure, mais il y a aussi, vous l'avez vu justement par votre activité de présidente de RT France, Xenia Fedorova, l'autocensure. Donc l'autocensure de journalistes, l'autocensure d'un certain nombre de gens. Et décrivez-nous ce que vous avez entendu et vu, dont vous parlez dans votre livre. Vous savez, l'autocensure, c'est peut-être même plus dangereuse que la censure de l'État, par exemple. Parce que l'autocensure, c'est les idées que les journalistes ont sur les sujets sensibles. Et de temps en temps, les journalistes se disent, bon, ce sujet est trop touchy, trop sensible, et soit elle ne touche pas, soit elle touche, mais des côtés mainstream pour juste être confortable, être sûr de ne pas être attaqué. Et moi, j'ai vu ça sur tous les sujets, commencer par les gilets jaunes. Exemples un peu, oui, par exemple. Voilà, Covid, par exemple, le traitement de crise sanitaire, les gilets jaunes, mais aussi sujet sur l'Ukraine. J'ai même vu ça parmi mes journalistes au tous les débuts de lancement de RT France, comme on était en équipe très nouveau, on ne se connaissait pas, donc il y a les journalistes qui sont venus des médias différents, il y a eu ceux qui sont travaillés sur BFM, il y a eu ceux qui sont travaillés dans les presses écrites, en tous les cas, ils ont tous le background différent. Et je me souviens qu'il y a une décision qui était prise par un journaliste de ne pas couvrir les manifestations à Moscou contre Poutine. Et moi, je me suis dit, mais pourquoi pas? Et il m'a regardé comme ça, en fait. Il s'est dit, ah oui, elle est là, elle ne va pas vouloir qu'on parle de la Russie, des manifestations anti-Poutine. Exactement, parce que je l'ai expliqué qu'en fait, il faut absolument parler de ces sujets. Parce que de ne pas les parler, c'est ça, en fait, ce qui va attirer l'attention et dire, mais vous faites la censure d'un sujet important. Finalement, faites les couvertures factuelles. C'est ça notre travail de journaliste. Donc, on n'a pas eu les sujets qui étaient interdits. Et cette autocensure, malheureusement, ça existe. Notre problème, je pense que vous connaissez peut-être, mais en fait, l'information, d'où vient l'information? Ça vient de l'agence de presse. En France, c'est AFP. En fait, il y a un réflexe de journalistes qui travaillent surtout pour les télés, mais probablement aussi par autres médias, de prendre une dépêche des AFP, le copier-coller, un peu changer, et voilà, vous avez quelque chose. Mais en fait, attention, parce que c'est juste un point de vue. Il faut regarder un minimum d'eau, mais mieux 3 sources d'informations pour faire un sujet. Donc oui, il y a plein de challenges pour les journalistes. Autocensure, c'est hyper importante. Et autocensure, à votre avis, quand vous regardez, parce que vous avez aussi vu les autres journaux, vous fréquentiez évidemment les gens, est-ce qu'à votre avis, c'est quoi? Ils ont peur du chef, du directeur en chef, certains, de l'actionnaire, de quoi? Parce que évidemment, il faut gagner sa vie, disent-ils. Mais alors, je ne dis pas, il y a des journalistes qui font formidablement leur boulot, il faut toujours le dire. Jamais de généralisation imbécile, abusive. Il y en a qui font très bien leur boulot, qui font des enquêtes formidables. Et puis d'autres, effectivement. Et à votre avis, c'est quoi? C'est à quel niveau? C'est au niveau de se dire, comme chez vous, ils se sont dit, tiens, Xenia Fedorova, on va pas évidemment parler sujet qui fâche en Russie. Donc on va pas en parler, vous lui disiez non. Mais par exemple, vous l'avez senti sur les gilets jaunes, sur votre travail sur la gestion du Covid? Exactement, ouais. Sur gilets jaunes. Bon, comme je dis, moi, depuis le début, j'ai expliqué à mes journalistes qu'il n'y a pas de tabou. On peut discuter tout, on peut faire la couverture. Mais ce que j'ai vu parmi les confrères qui travaillent pour les autres chaînes, je pense que c'est plutôt la peur avoir les problèmes avec le management. Et après, il y a aussi les journalistes qui n'ont pas comment dire, ils ne veulent pas avoir un point de vue qui challenge, qui est différente. En fait, ils sont convaincus. Du point de vue mainstream, que exactement, du point de vue dominant. Exactement. Ça. Et pour eux, tous les autres points de vue sont inexistables. Ils n'ont pas le droit d'exister, en fait, parce qu'ils sont convaincus. Et en fait, c'est plus journalisme, c'est une opinion, finalement. Et ça, je veux beaucoup, en fait, ce qui m'a beaucoup
surprise en France, c'est qu'il y a beaucoup d'opinions. Et c'est vraiment pas trop factuel de temps en temps, c'est vraiment en opinion. Vous dire que c'est l'opinion qui l'emporte sur le factuel, quoi. Exactement. Ce qui m'intéresse, c'est pas la réalité, c'est mon point de vue sur la réalité. Exactement. Et mon point de vue, c'est le bon. Voilà. On peut regarder la visite d'Emmanuel Macron aux États-Unis et en fait comment c'était couvert par le média mainstream et comment en fait c'était couvert par les médias américains et par les médias en général. Partout, c'est très différent. Ouais. Donc je pense que le journaliste voit ce qu'il veut voir, attend ce qu'il veut attendre. Sans garder l'esprit ouvert, sans poser les questions. Et de temps en temps, c'est très compliqué de penser contre nous-mêmes, contre soi-même. Et ça c'est ce qu'il faut faire. Or, penser contre soi-même, c'est fondamental. Et se dire, là, oui, là, j'ai eu tort, ou je me suis trompé, ou etc. C'est clair. Mais est-ce que vous avez eu, quand vous avez... Alors, justement, parlons-en, parce que vous citez d'ailleurs Emmanuel Macron qui a dit que une couverture qui était très suivie sur les Gilets jaunes, c'était celle de RT France. Vous dites que c'est même Macron qui l'aurait dit. Enfin. Oui, il a dit en face des journalistes, il a dit quelque chose comme regardez, c'est plus BFM qui devant, c'est Russia Today. Et en fait, il a fait une référence sur le succès que RT France a eu sur les réseaux sociaux. En fait, vous étiez à combien? Vous étiez suivi à l'époque? Ah oui, on était plus qu'1 million assez vite sur YouTube de followers, mais des millions et des millions de views. En fait, c'était un peu notre modèle parce qu'on était interdit même sur le côté de diffusion, même avant la guerre en Ukraine. Les seuls distributeurs qui nous ont accueillis, tous les débuts, c'était en fait Free, qui était assez petite. Free, oui. Et après un an, je pense, en endémie, on a signé avec Canal+. Et je suis très reconnaissante parce que Canal+, c'est une plateforme assez grande. Importante, bien sûr. Mais on était obligé un peu s'adapter. Donc, on a développé nos réseaux sociaux. Et c'est comme ça qu'on est devenu visible. Et c'est aussi grâce à Gilets jaunes, parce qu'on a fait la couverture en direct, qui les Français ont reconnu. Ça fait les connaissances avec notre contenu. Oui, c'est ça. Effectivement, à l'époque des Gilets jaunes, c'est clair. Et à l'époque du Covid, est-ce qu'on vous a reproché d'avoir interviewé ou reçu tel ou tel professeur qui n'était pas dans la mouvance, ou tel épidémiologue, ou tel chercheur Oui, absolument. Je me souviens très bien qu'on a fait la référence, on a cité professeur Raoul et... là, on était attaqué un peu partout, par tous les côtés. Et c'était très compliqué, hein, cette période. Je pense que c'était très challenging, beaucoup de challenges pour tous les journalistes en général. Comment on peut traiter cette information sans tomber dans les désinformations? Mais finalement, il y a eu les extrêmes énormes. Par exemple, c'était impossible de parler d'autres vaccins qui existaient sur le marché. Et il ne faut absolument pas parler de vaccins russes, il ne faut pas parler d'autres vaccins, pardon. Aussi les masques et tout ça. Donc, je me souviens qu'on s'est permis de citer les experts, on s'est permis de faire un petit débat, mais évidemment que nous aussi, on était obligés de suivre comme on était très surveillés par l'ARCOM. De suivre des chemins un peu les chemins. Exactement. Et ça, c'était vraiment difficile et triste. Ouais. Je crois que Maud Koffler, nous avons un appel. Un appel de Richard qui appelle de Toulouse. Oui, bonjour Richard. Oui, bonjour à vous André, et en tout cas heureux que vous ayez cet invité de Marc. Ouais, je voulais juste intervenir pour dire qu'en France, au-delà de l'autocensure, il y a un formatage de base des journalistes qui se fait à l'école du journalisme. Hein. Je pense dans les écoles de journalisme, oui. Oui, je connais quelqu'un qui a fait les premières années, là, il y a quelques années, mais qui en est parti, qui ne s'est pas retrouvé parce qu'elle avait déjà, on va dire, une forme d'ouverture d'esprit qui n'a pas collé avec ce formatage. Mais l'autre point, c'est que Xenia Federova s'est retrouvée au milieu d'une guerre, la guerre culturelle on va dire, de reformatage des populations européennes pour les amener vers une immigration massive, vers une gouvernance plus mondiale, en particulier avec le Covid. Et toute réaction qui était, ou tout élément qui pouvait aller contre cette entreprise massive, supportée par, on va dire, l'équipe Biden et ses supports,
en fait, se sont retrouvés en première ligne. Mais moi, ce que je veux dire, c'est que les 8 ans de RT, en particulier avec l'arrivée de Tadei, là, c'était un coup de maître. Ça a ouvert des esprits. Et aujourd'hui, ils sont là, ils sont pas très visibles, mais j'en croise de plus en plus, et de gens qui continuent à vous suivre d'ailleurs sur le net, parce qu'on cherche de l'info un peu partout. Et en tout cas, moi, je peux que vous remercier de tout ce que vous avez pu nous apporter et en ouverture dans cette période. Et on est au moment de vérité aujourd'hui, où on voit que on est au basculement. Mais en tout cas, il y a eu, peut-être, vous faites partie vraiment pour nous, des résistants. Voilà. Des vrais résistants. Eh bien, Richard, vous voyez Xenia, qu'il ne faut jamais désespérer. Merci beaucoup. Je suis tout à fait d'accord avec vous sur les côtés de formation. En fait, j'ai vu ça, les journalistes qui sont venus juste après les écoles, ils étaient déjà fermés dans un sens, et c'était compliqué pour eux parce que j'étais obligée de les apprendre les choses à nouveau, comment il faut traiter certaines informations. Mais c'est un vrai problème. Et pour RT, il n'y a plus RT France. C'est vrai que RT, la groupe a relancé la chaîne en français. Cela dit, peut-être un jour ça peut revenir. Hein. Non, franchement, je suis plutôt pessimiste sur ces sujets. Je pense qu'après... Vous pensez que la page est tournée? Je pense que pour les dirigeantes de groupe à Moscou, je ne vois pas comment ils peuvent faire confiance aux autorités françaises après qu'en fait, on a investi beaucoup d'argent. Parce qu'on on a acheté l'équipement, installé les studios, on a ouvert les postes de travail pour les journalistes français. Et en fait, quand notre chaîne était sanctionnée, on a eu encore d'argent sur les comptes. Les comptes étaient gelés, d'argent a été pris par l'État. Et en fait, ils sont utilisés en partie pour licencier les journalistes. Le reste, je n'ai aucune idée. D'accord. Je ne vois pas. Oui, en fait, vous n'avez pas été licencié parce que vous étiez en cessation de paiement ou tout ça. Ce n'était pas votre problème, vous. Non, mais exactement. On n'était pas... bankrupt, comme on dit en français. On a eu toujours d'argent. On pouvait tenir encore un minimum 6 mois avec notre chaîne. Et voilà, c'est pour ça, je pense qu'on était aussi arrêtés. Et alors, à votre avis, est-ce que vous sentez aujourd'hui, Xenia, vous vivez en France, en tout cas, vous n'êtes pas retourné en Russie, vous continuez à vivre en France, et ça va, vous êtes bien en France? Écoutez, je ne peux pas dire que je suis bien, parce que le niveau de russophobie après 2022 vraiment incroyable. Vous le sentez aujourd'hui dans la vie quotidienne, enfin avec ce qui se passe, tout ce qui se passe? Écoutez, pour moi, je pense que la situation est devenue un peu mieux, mais comme moi, j'étais la patronne des RT France, un journaliste russe et une personne un peu publique, je pense que c'est peut-être différent pour moi, mais... Toujours, sur les réseaux sociaux, je reçois chaque jour les messages pas très gentils du côté des gens pro-ukrainiens, des Français qui pensent qu'il faut absolument aller en guerre pour mettre l'économie de la Russie en genoux, etc. Après, je parlais avec les amis russes. Ceux qui ont vécu, c'était difficile pour eux parce que même ceux qui ne sont pas travaillés du tout pour RT, mais... habitaient en France depuis des années, 20 ans, 30 ans, leur compte était fermé pour les prétextes... Leur compte a été fermé, même s'ils n'étaient pas sous sanction, exactement. Par exemple, il y a une banque Société Générale, je pense, qui fermait les comptes. Et après, il y a eu les situations... Non, mais c'est compliqué, c'est juste... C'est difficile pour moi à comprendre comment c'est possible. Je pense que c'est à cause des médias, les couvertures, mais comment les gens deviennent assez agressifs. Que c'est à cause. Mais comment parce que je voulais écrire cet livre, je voulais les publier et je ne veux pas en fait tourner la page tout de suite parce que je sentis que c'était pas fini. Cette histoire n'est pas finie. Je peux évidemment retourner à Moscou, continuer à travailler pour la groupe. Avec stabilité, avec les amis autour de moi, c'est un problème. Mais moi, je choisis un chemin un peu plus compliqué parce que je pense que c'est absolument important de parler de ce qu'on a vécu en tant que journaliste. Finalement, on verra si ce livre va plaire aux Français. Il faut que je dise, c'est pas un livre contre la France. J'aime beaucoup la France et je suis russe et je veux juste partager exactement une expérience que j'ai vécue
peut-être, je l'ai déjà dit à l'époque, nous sommes que les premières, il y aura les autres. Voilà, aujourd'hui, on voit qu'il y a des problèmes assez vite. Est-ce que CNews sera la prochaine? Je ne sais pas, j'espère que non. Mais en fait, la direction qui était prise, c'est ça. C'est ça, malheureusement. Oui, et c'est vraiment la question qu'on peut absolument se poser. On va continuer à en parler avec vous, Xenia Fedorova, avec nos auditeurs. Ils peuvent appeler au 0826 300 300. Merci. 300 300. Aude, que c'est liberté? Est-ce que ça nous concerne tous? Sud Radio Berkov dans tous ses états, midi 14h. André Berkov. Eh bien, pas seulement André Berkov, mais vous, auditeurs et résistants de Sud Radio, et Xenia Fedorova pour son livre « Liberté d'expression sous condition », banni aux éditions Fayard qui vient de paraître. Et c'est vraiment une expérience, Xenia Fedorova, que vous racontez. Maintenant, on peut quand même se dire, oui, d'accord, très bien, et c'est effectivement ce qui s'est passé. On ne peut pas dire que ça soit enthousiasmant. Vraiment, c'est le moins qu'on puisse dire de fermer un média comme ça, justement, sans sanction, sans leur reprocher quoi que ce soit de précis et de terrible. C'est le moins que l'on puisse dire. Mais enfin, quand même, Xenia Fedorova, en Russie, on peut pas dire que ce soit la démocratie la plus totale. Alors, je veux bien qu'il y ait des journaux d'opposition, etc. Mais on sait quand même comment ont été traités certains opposants. On sait très bien que c'est plus compliqué. Et puis, je ne veux pas parler de l'Union soviétique, évidemment, on n'est plus en Union soviétique. Enfin, quand même, il y a une espèce de tradition autocrate qui a été très forte en Russie. Alors, est-ce que vraiment, c'est pas non plus pour vous deux poids deux mesures? En fait, c'est intéressant que vous me parlez de l'Union soviétique parce que je pense que l'idée que la Russie est toujours en façon de l'Union soviétique, il y a une idée ici en Europe, en France. Ouais. Moi, je tenais à l'Union soviétique. Bon, évidemment que je ne me souviens pas trop cette époque, mais... Vous aviez 10 ans au moment de l'effondrement de l'URSS. Ah bah, oui, exactement. Je pense que j'avais 10 ans, même peut-être pas encore 10 ans. Ouais. Mais le problématique, en fait, ce que je pense est vrai, c'est que les Russes sont un peu vaccinés contre la propagande et la désinformation grâce à cette période soviétique. Et je vais revenir sur la côté de liberté d'expression aussi, mais c'est juste qu'aujourd'hui, je me sens que les Russes sont beaucoup mieux informés que les Français, en fait. Ah bon, carrément. Exactement, parce que les Russes... Ils cherchent les sources d'informations différentes. Ils le trouvent et ils regardent. Et en fait, ils ont Internet, ils ont les réseaux, ils ont tout ça. Exactement. Ouais. Et en plus, il y a des experts sur les plateaux. Parce que ce que je vois, par exemple, une chaîne chez vous qui s'appelle LCI, qui prend les petits extraits d'un talk show en Russie pour donner une impression que tous les médias russes ont fait ça. En fait, non. Il y a beaucoup de médias qui sont divers. Après, c'est vrai qu'il y a eu plein de médias qui étaient financés par les Américains, qui étaient financés, qui étaient opposants à Poutine. Tous ceux qui étaient présents sur le paysage audiovisuel russe décidaient de partir avec la loi, après le début de l'opération militaire, avec la loi qui interdit du fake contre l'armée, contre l'opération. Ouais. Donc, ils ont pris une décision de partir. Ils continuent la diffusion en russe, depuis les pays baltes. Ils sont toujours sponsorisés par les NGO qui viennent des États-Unis, de fonds Soros, on peut regarder. Ils sont tous là pour contradictoire. Alors justement, vous dites que quelque part, c'est intéressant ça, Xenia, justement, puis on a des appels évidemment qui sont là. Est-ce que vous dites que en fait, à cause de l'époque Pravda, l'époque Staline et autres, et Brejnev et compagnie, vous dites le public russe aujourd'hui, il est plus ouvert, il est vacciné contre la vérité révélée, quelle qu'elle soit, quoi. Exactement. Et je trouve que c'est très intéressant et paradoxal, en fait, mais c'est comme ça. Les Russes, ils ont un esprit, nous avons un esprit critique que je pense qui est beaucoup plus développé que les Européens. Et les débats, par exemple, dans les chaînes russes ou dans les médias, sont vraiment
il y a des débats contradictoires. On peut attaquer, franchement, on peut attaquer Poutine dans des enfin, attaquer. Écoute, Poutine était attaqué pour les années par les médias d'opposition et rien n'est arrivé. Aujourd'hui, la situation particulière, il y a une loi, il y a une opération militaire qui est en train. Et je pense que quand il est en guerre, je pense que la loi change un peu partout, pas seulement en Russie, mais en Europe aussi, aux États-Unis aussi, etc. Donc, il y a les règles à suivre, évidemment. Et ce que je peux vous dire de mon expérience à moi, jamais vécu ce que j'ai vécu en France, en Russie. Et même après l'interdiction des RT France, il n'y aura pas... les journalistes français étaient toujours accrédités. Donc il y a eu un sujet avec, je pense, le journaliste Le Monde l'accréditation n'était pas renouvelée, mais c'était en fait une mesure de miroir, comment dire, de réponse pour un journaliste russe qui n'a reçu pas accréditation. Je crois qu'on a une... Oui, vous avez un appel de Patrick qui appelle de Paris. Oui, bonjour Patrick. Oui, bonjour. Voilà, donc moi je voulais, en miroir au témoignage de votre invité, parler de ce que je peux pas appeler autrement que la censure, sur ce qui se passe au Brésil. Ça fait 6 ans que j'essaie d'en parler. J'ai écrit à peu près à tous les journalistes, pas de Français de Navarre, mais je dirais tous les journalistes qui peuvent, disons, relater ce genre de problème. Et bon, là, je termine d'écrire un livre, mais personne ne veut entendre parler du Brésil. C'est absolument incroyable. Mais écoutez, Patrick, on va pas trop parler du Brésil, mais je vous promets, si votre livre est terminé, et même s'il n'est pas tout de suite publié, vous venez, vous en parler, on en parlera ensemble, vous appelez Maud Koffler, et on en parlera ensemble. Donc voilà, on prendra le temps de le faire, et je vous le promets. Écoutez, très bien, je vous l'envoie la semaine prochaine. Eh bien, formidable. Ksenia Fedorova, on arrive au terme de cette émission. Effectivement, ce livre, vous l'avez écrit parce que vous voulez donner votre vérité, votre expérience de ce que vous avez vécu. Et au fond, donc si je comprends bien, la liberté, c'est un sport de combat. Ça doit se pratiquer tous les jours. Malheureusement, oui. C'est pas absolu. Et on a parlé un petit peu avant qu'aux États-Unis, c'est beaucoup plus facile de s'exprimer qu'en Europe aujourd'hui. RT France n'est pas interdit aux États-Unis. Non, enfin, en fait, RT American n'était pas interdit. Bon, il a eu un statut d'agent étrangère, mais en fait, ils pouvaient continuer leur travail. Et c'est quand même révélateur. Ça montre le niveau des libertés qui sont aujourd'hui en Europe. C'est vrai. En tout cas, écoutez, censure, autocensure, soyons clairs, nous sommes de toute façon contre les envoyeurs de censure. Et pas les renvoyeurs d'ascenseurs. Mais c'est vrai que c'est quelque chose quand même dont il faut se prémunir. Et il faut être extrêmement vigilant. Merci Ksenia Fedorova, merci de votre témoignage. Voilà, je rappelle, Banni, liberté d'expression sous condition, c'est paru chez Fayard. Lisez-le. Vraiment, on apprend beaucoup de choses.